Antoine Léaumont est allé se friter avec un médecin de droite sur le plateau de BFM TV. Ça va être très intéressant parce que en ce moment, ça discute du budget de la sécurité sociale. On vous refait pas tout, mais en gros, vous vous souvenez, Barnier est tombé sur le budget de la Sécu l'an dernier. Ensuite, il y a Bayrou qui a été nommé. Bayrou a annoncé des choses dégueulasses en juillet. Il y a eu un gros mouvement social en septembre qu'avant même qu'il ait démarré, Bayrou avait démissionné. Puis ensuite, Lecornu a été nommé. Puis il a démissionné. Puis il est revenu 3 jours après à la demande de Macron. On en est là, hein. C'est compliqué la France en ce moment. Voilà. Et donc là, ils sont censés se mettre d'accord sur un budget. Et donc, le Parti socialiste, notamment, fait partie de ceux qui ont décidé de surtout ne pas censurer ce brave monsieur Lecornu pour essayer de faire un budget pour la Sécu, notamment. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale, PLFSS, dans le jargon. Tout ça a l'air super chiant, mais en fait, ça ne l'est pas déjà parce que nous sommes en 2025 dans la politique française et donc plein de gens racontent d'énormes dingueries. C'est toujours intéressant à regarder. Mais aussi, ce sont des trucs qui ont une petite importance dans nos vies, genre la vie et la mort des gens, la possibilité de se soigner, tout ça. Enfin voilà, ça compte. Et donc là-dessus, on a Antoine Léaumont de la France Insoumise qui se retrouve face à ce médecin de droite. On va regarder, il lui répond plutôt bien sur certains points et moi je trouve qu'il aurait pu y aller un petit peu plus fort sur d'autres, mais c'est parce que je suis quelqu'un d'un peu maximaliste, comme vous le savez. Et tout ça, on va regarder avec Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à regarder Léaumont face au médecin de droite? Alors, médecin de droite, avant que je te connaisse, pour moi, c'était un pléonasme. Globalement, c'en est un. L'exception qui confirme la règle, voilà. Non, moi, ce que j'attends, c'est de voir Léaumont face à un médecin de droite. Bon, voilà. Moi, j'attends ton coaching. Voilà, le coaching de Zoé derrière la corde, là, qui dit « Wow, wow, attaque Antoine, arrête !» Tu vois, genre, parce que là, en fait, je sens qu'il a besoin de coaching. Comme tu l'as dit, il a fait un bon match, mais peut mieux faire. Autant, il y a des fois, je suis plutôt protagoniste dans les capsules. Autant, là, je vais regarder un petit peu le coaching de Zoé auprès de Léaumont. Au-delà de la blague et de l'analogie, je pense que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on dit depuis un moment, qu'on va appuyer, qu'on va essayer d'argumenter, d'amplifier. Attention à la séquence pour LFI. La gauche, là, essaye de se refaire une santé sur les débris de Macron, et essaye de repasser de gauche avec, soi-disant, sa suspension qui est en fait un décalage de la réforme des retraites. Enfin bref, l'attaque Zuckman, on en parlera dans d'autres capsules et tout, mais ils essayent de se refonder une espèce de gauche du capital, comme on l'appelle nous, gauche d'accompagnement, et la FI ne peut pas rester spectatrice de ça et faire comme si elle était encore hégémonique. Elle est en train de perdre l'hégémonie. Et donc, nous, c'est pas tant la FI, c'est la rupture qu'elle incarnait qui est en train de perdre l'hégémonie. Et si l'appareil qui tient la rupture perd l'hégémonie, bah c'est demain la rupture avec le capitalisme qui va perdre l'hégémonie. Donc, ça m'intéresse vraiment. Moi, j'ai suivi donc mais on va rentrer en détail, mais tes commentaires sur ce qu'avait dit Léaumont dans tes tweets, c'est important qu'on le voit parce que faut garder le jeu musclé, comme dirait Aimé Jacquet à Robert Pires. Voilà. Parfaitement, parce que moi, si je devais tenter une petite analogie football, je dirais qu'en défense, ça a tenu, mais que ça a manqué d'envie en attaque. Parce que mais franchement, j'ai vu des commentaires de foot de spécialistes plus ridicules que ça. Donc, un point pour Zo. J'apprends vite. On va se regarder ça. Alors, je vous rappelle, les amis, comme à chaque fois que je commente un de mes chers confrères, il y a une règle dans le code de déontologie médicale qui s'appelle le respect de la confraternité, qui est une règle qui, normalement, sert à ce que, en gros, vous ne descendez pas les décisions d'un confrère ou d'une consoeur face au patient parce que ça peut casser l'alliance thérapeutique, etc. Mais en fait, cette règle est souvent détournée pour empêcher les médecins de se critiquer les uns les autres et ça peut notamment être utilisé aux surprises pour aller, on va dire, titiller des médecins, peut-être des médecins de gauche qui pourraient critiquer un petit peu les pratiques de leurs confrères de droite. Comment vous dire? Ce serait pas du corporatisme, de gens qui ont la même activité autonome et qui veulent pas se critiquer entre eux. Ouais, et moi je précise aussi qu'à chaque fois qu'il y aura donc des trucs sur les médecins, il y aura pas du ESOE en même temps, parce que dans confraternité, il y a fraternité, donc eux ils incarnent la fraternité. Moi je vais incarner l'autre syllabe. Voilà, c'est pour équilibrer un peu les deux. Parce que là je crois qu'on a quand même trouvé un spécimen. Hein. La réalité du rapport de force au Conseil de l'Ordre actuellement, c'est qu'il y a beaucoup plus de risques de se faire condamner pour non-respect de la confraternité parce que, par exemple, vous avez dit... Alors moi, je donne un exemple, c'est bien sûr quelque chose que je ne dirais jamais moi-même. Espèce de rapace, peut-être que tu peux éviter de faire 200 balles de dépassement d'honoraires sur une consultation alors que les gens ont du mal à payer leur facture d'électricité et que toi, tu pars en vacances 8 fois par an à l'autre bout de la planète. Jamais je ne dirais ça, évidemment. Non. Il est beaucoup plus risqué de se faire condamner pour ça, pour non-respect de la confraternité, qu'en, au hasard, en violant une patiente. Voilà. Bon. Alors, peut-être qu'un jour, ça va changer. Pour l'instant, ça ne changera pas. Peut-être que la solution, c'est d'abolir
abolir le Conseil de l'Ordre des médecins, qui est une institution qui nous vient de Philippe Pétain, je rappelle. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, nous allons regarder cet extrait. Alors, mon Chris, sur cet extrait, tu vois donc Antoine Léaumont, je ne te le présente pas, tu le connais, député La France Insoumise du premier cercle de Mélenchon. Et nous avons à côté Jean-Paul Hamon. À gauche. FMS. Voilà, exactement. Jean-Paul Hamon, il est de la FMS, la Fondation des médecins de France. Et alors, comment vous dire? Si je devais situer la FMF sur l'échiquier politique, je dirais que la Padutim est au pôle Nord et que la FMF est au pôle Sud. Voyez un petit peu l'idée? Dans l'antipode. Voilà, on est vraiment sur de la défense, de la médecine libérale. On est sur des bons droitards. Voilà. D'accord. Les présentations sont faites. Regardons ça. Nous, la taxe sur les dépassements d'honoraires, on trouve que c'est pas suffisant. En fait, c'est interdire les dépassements d'honoraires qu'il faudrait faire. Purement et simplement. Mais oui, parce que ça provoque plein de problèmes en chaîne. Mais si on revient sur l'ensemble... Contexte. Alors, je vous ai dit qui était le gars à côté. Là, je vais vous expliquer de quoi on parle très vite fait. On parle des dépassements d'honoraires. Une des choses qui est proposée dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale serait de faire une taxe sur les dépassements d'honoraires, sur la partie des honoraires perçus par les médecins en dépassement. Je rappelle, 3 grandes manières de se faire rembourser par la Sécu quand on est un médecin libéral. Soit on est au secteur 1. La Sécu fixe des tarifs pour chaque acte. Par exemple, une consultation de médecine générale au cabinet, c'est 30 €. Une consultation de médecine générale pour un enfant de moins de 6 ans, c'est 35 €. Une visite à domicile d'une personne âgée de plus de 80 ans qui a au moins une maladie chronique, c'est 70 €. Tout est codifié comme ça, c'est ce qu'on appelle des cotations. Quand vous respectez parfaitement le tarif de la sécurité sociale, ça s'appelle le secteur 1. La majorité des médecins généralistes, par exemple, sont au secteur 1. Le secteur 2, c'est le fait de pouvoir faire des dépassements. C'est-à-dire, vous avez un tarif Sécu, la Sécu va vous rembourser un certain tarif, soit 100% si c'est dans le cadre d'une maladie chronique, d'une ALD par exemple, soit le ratio classique du remboursement, c'est-à-dire 70% la Sécu, 30% votre mutuelle. Quand vous allez chez le médecin généraliste, sur les 30 €, vous en avez 9 qui sont remboursés par votre mutuelle et 21 qui sont remboursés par la Sécu. Secteur 2, vous avez le droit de dépasser. Alors, il y en a qui sont, on va dire, dans un secteur 2 encadré, où les dépassements d'honoraires sont plafonnés. Et puis, il y en a qui font littéralement ce qu'ils veulent. Je fais le profane, parce que déjà, c'est ce que je suis. C'est en fonction des types de médecine. Oui. Ou... Voilà, c'est ce qu'on appelle des types de conventionnement. Et donc, en fait, si tu veux, tous les médecins n'ont pas le droit de faire de dépassement d'honoraires. Il faut avoir accès au secteur 2 pour faire des dépassements d'honoraires. C'est quoi le secteur 2 du coup? C'est genre orthodontiste? Secteur 2, c'est... Alors non, il y a certains médecins généralistes qui sont au secteur 2, c'est rare, mais ça existe. Il y a beaucoup de spécialistes qui vont être au secteur 2. Un cardiologue au secteur 2, tu vas payer ta consultation et puis un petit dépassement, c'est lui qui va le fixer. Ça peut être le cas chez le pédiatre aussi, par exemple. Et en chirurgie, en anesthésie, le secteur 2, pour ceux qui sont en libéral, en clinique, etc., est extrêmement fréquent. C'est quasiment le plus fréquent pour la majorité des spécialistes. C'est quoi qui fait le passage du secteur 1 au secteur 2? C'est quoi le saut qualitatif en termes de soins, en termes de... Il y a pas, c'est le même soin, c'est strictement le même soin, il n'y a pas de différence. La différence, c'est le praticien. Il y a des praticiens qui ont accès au secteur 2 et d'autres qui n'ont pas accès au secteur 2. Mais je repose la question, c'est quoi la diff pour le soin des gens? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est le même soin. C'est le même soin, mais il y a des mecs qui vont te dire, moi, je suis obligé, je l'ai choisi de me mettre en secteur 2 parce que j'y avais... Ah, c'est des territoires? Non. Mais comment tu choisis de... je sais pas, faudra peut-être couper, mais je pense que ça peut aider pour les gens. Il y a un secteur. Ça représente quoi, le secteur? Si c'est des soins... Secteur, ce n'est pas un territoire. Ce n'est pas un truc géographique, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une manière d'être conventionné avec la Sécu. C'est un type de conventionnement. Tu vois, d'accord, c'est genre, c'est un niveau, c'est comme les niveaux dans la mutuelle basique. C'est ça. Voilà. C'est ça. T'es médecin, médecin golden, médecin platine, tu vois, c'est un peu ça. C'est comme, mais c'est une dinguerie. Bienvenue dans le monde des médecins. Non mais les gens, mais vous entendez ça? C'est une dinguerie. En fait, des mecs, ils ont le droit de vous faire payer plus pour rien de concret, en fait, parce qu'ils ont la carte Gold, alors que vous avez juste la carte standard, quoi. C'est ça. Et donc, il y a des critères pour avoir accès au secteur 2, ce qui est un gros enjeu avec voilà, c'est quoi les critères? Moi, j'aimerais savoir un peu. C'est pas mal, parce que ça fait une truc pédagogie. Les gens, ils disent c'est un peu une usine à gaz, tu vois. Et moi, je vous le dis, je suis transparent. On n'a jamais parlé de ça avec Zoé, on a mis une discussion. J'avais jamais vraiment compris. Je sais que les secteurs, moi, c'était un type d'activité, un type de capacité entre médecins, voilà. Mais vraiment, c'est du pur arbitraire de niveau de conventionnement. Enfin, c'est incroyable. Et surtout que ça donne un pouvoir de fou, qui est le sujet de cette capsule-là, qui est le fait de pouvoir faire payer plus aux gens, quoi. Enfin, c'est fou. Donc, pour avoir accès au secteur 2, en gros, je simplifie un peu, mais pour la plupart des gens, il faut avoir été ce qu'on appelle chef de clinique des universités
ou assistant des hôpitaux. Alors, pour vous simplifier les trucs, c'est un grade en médecine, on a beaucoup de grades, et c'est un peu l'équivalent d'un postdoc ou d'un ATER. Pour ceux qui n'ont pas fait d'études universitaires qui vont jusqu'à la thèse et tout, c'est après la thèse, on reste à l'hôpital public, en général dans un CHU pour les spécialités. Quelques années de plus, c'est 2-3 ans. Je crois que dans certaines spécialités, ça peut être plus long que ça. Donc, tu fais une sorte de service, en fait, dans le service public, avec un poste particulier de chef de clinique, qui sont des postes dans certaines spécialités qui sont très demandés, soit parce que ça te donne accès derrière à une carrière universitaire, où tu deviens enseignant, chercheur, praticien, parce que en médecine, ceux qui font la recherche médicale sont aussi des gens qui pratiquent à côté. Les professeurs d'université, c'est le plus haut grade universitaire qu'il peut y avoir en médecine, et c'est les gens qui vont devenir en général chefs de service, etc. C'est des très très gros postes, à la fois prestigieux, bien rémunérés, mais aussi avec un très haut niveau de qualification. Tu fais des trucs parfois très spécialisés, tu fais de la recherche à côté, etc., etc. Soit c'est pour avoir accès à une carrière universitaire, soit c'est pour pouvoir te barrer dans le privé et être en secteur 2 et donc pouvoir faire des dépassements d'honoraires. Ça te donne accès à ça. Voilà. Ok, ça te donne accès à faire de la thune, quoi. Exactement. Et après, il y a certains praticiens hospitaliers qui ont exercé dans certaines conditions particulières. Ça concerne beaucoup plus les spécialités médicales hors médecine générale que la médecine générale. La médecine générale, dans les années 80, il y a eu des choses mises en place pour limiter très, très grandement l'accès au secteur 2 aux médecins généralistes. Et aujourd'hui, je crois que c'est 96% des généralistes qui sont en secteur 1, c'est-à-dire conventionnés au tarif sécurité sociale sans possibilité de dépasser. Mais dans d'autres spécialités, c'est beaucoup plus. Ça me fait le même effet. Alors, je sais pas quand c'était, il y a longtemps, mais voilà. Que quand j'ai appris que les profs d'école privée étaient payés par l'éducation nationale comme les profs d'école publique. Ça me fait le même effet d'injustice totale, c'est-à-dire des gens qui ont le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Bref, super intéressant. Merci pour cette... Voilà, donc ça c'est le point. Et alors il existe aussi un secteur 3, cher Chris. Alors là, ça doit être un club... Secteur 3, c'est non conventionné. Et ça, donc n'importe quel médecin... C'est hors contrat. Mais c'est marrant parce que c'est école publique, école privée et hors contrat, quoi. C'est drôle. Et donc, le secteur 3, c'est un choix de ne pas être conventionné avec la sécurité sociale. Donc là, quand ton patient vient te voir, tu fixes les prix que tu veux. Par exemple, un médecin généraliste en secteur 3, au lieu de faire, comme moi je fais, consultation à 30 €, remboursée à 70% par la Sécu et 30% par la complémentaire, pour les gens qui n'ont pas de maladie chronique, et ben, en secteur 3, je pourrais dire, moi je mets la consultation à 70 € et la Sécu ne rembourse pas. Alors en réalité, elle rembourse 61 centimes. Donc elle rembourse rien, quoi, en gros. Et donc, c'est entièrement à la charge du patient. C'est quoi l'intérêt ? Gagner plus de thunes, fixer les prix que tu veux. Il y a vraiment des gens qui payent plein pot. Ah oui, en fait, si tu veux, dans un moment de désertification médicale comme on vit, où on a organisé une pénurie de médecins, pénurie de médecins organisée en partie par la corporation médicale, faut le rappeler à chaque fois ça. Et là, tu comprends quel est l'intérêt de créer la pénurie. Là, le marxiste en moi, ça y est, je rattrape le truc de l'offre et la demande de force de travail et bien sûr. Voilà, on est d'accord. Bien sûr. Et donc, si tu veux, moi, il y a des gars vers chez moi, ils s'installent en secteur 3. Alors, les gens n'ont pas de thunes et tout, donc c'est chaud, mais ils ont quand même du monde pour 70 € la consulte parce qu'il y a des gens qui n'ont absolument pas de médecin et qui sont diabétiques, qui ont fait des infarctus. Enfin, s'ils n'ont pas de médecin traitant, ils meurent, en fait. Tu vois tout simplement. Ça. Donc, voilà. Donc, si, ça existe. Et c'est de plus en plus le cas. Et si vous vous souvenez, on avait fait une capsule il y a quelques mois avec Padu où on parlait d'une consoeur qui s'était déconventionnée et qui faisait ouin-ouin. C'était horrible quand t'étais conventionnée. Maintenant, c'est mieux, je prends plus le temps. Et t'as envie de dire, mais quel est le lien entre ne pas être remboursé par la Sécu et pouvoir avoir le temps de travailler ? En fait, ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est que du coup, elle met la consultation 2 fois plus cher. Comme ça, elle prend 2 fois plus de temps tout en gagnant le même revenu. Voilà. Très bien. Et puis, il y a aussi un autre effet, c'est que ça sélectionne un peu ta patientèle. Tu vois, moi, dans mes patients, j'ai des gens qui sont en grande précarité, avec des addictions hyper marquées, etc. Ou alors des gens qui parlent pas le français et tout ça. C'est des patients qui sont difficiles, entre guillemets, à soigner. Ça prend plus de temps, tu vois, de soigner des personnes qui ont beaucoup de problèmes de santé, qui savent pas bien expliquer leurs symptômes, parce qu'ils ont la barrière de la langue ou d'autres trucs, ou juste ils ont un rapport à leur corps qui fait que c'est difficile, tu vois, d'aller chez le médecin au bon moment, etc. Et donc, c'est des patients qui vont être, entre guillemets, plus difficiles. Je mets 50 000 guillemets autour, parce que ça fait partie de notre métier de soigner pas que des gens qui vont parfaitement bien, tu vois. Sinon, en fait, il faut pas faire de médecine. Si ça te fait chier de soigner les gens qui sont vraiment très malades et où il faut vraiment faire des efforts complexes pour pouvoir améliorer leur santé et les aider à améliorer leur santé. Voilà. Quand tu fais ça, tu sélectionnes un peu ta patientèle et tu te retrouves avec une patientèle, on va dire, plus facile.
Mais je vais filer ma métaphore, en fait, avec l'éducation nationale. T'as exactement la même chose que les écoles hors contrat, qui finalement sélectionnent par l'argent, des élèves forcément avec plus de capitaux culturels et donc plus faciles à traiter. Je trouve vraiment que ça se ressemble et on a les mêmes effets de destruction du secteur 1, destruction du basique, en fait, voilà, de la pénurie. Donc, augmentation du secteur 2, c'est-à-dire le privé, c'est-à-dire de la tarification à l'acte. Des gens s'habituent à payer plus pour pouvoir être soignés, voire même sortent complètement du secteur hors contrat, les écoles, etc., quand ils ont vraiment les moyens. Et en plus, comme tu dis, ça évite d'avoir la mixité. Enfin, vraiment, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ouais, mais pourquoi, en fait, vous êtes si capitalistique et bourgeois dans la façon de faire vos cotations? Tu vois, c'est vraiment le truc de l'acte comme ça. C'est vraiment le découpage bourgeois de la tâche, combien elle vaut, combien elle rapporte. Et à mon avis, ça, c'est vraiment le fétichisme de la marchandise dans le monde médical. Tu touches du doigt mon Chris, mais parce que tu es un bon marxiste et que la grille de lecture marxiste permet de bien comprendre les problèmes. Non, mais c'est vrai. Et notamment pour regarder les problèmes qui se posent au système de soins. Et tu vas voir quand on va avancer dans la vidéo qu'en fait, le fond du problème, c'est la tarification à l'acte. Le fait de tarifer la médecine à l'acte est un problème en soi. Et on va en reparler juste après. Juste, je voulais mettre un petit bémol sur la comparaison que tu fais. Éducation nationale, médecine. Il y a quand même une différence dans le côté médecin libéral. Je choisis, je fais ce que je veux, etc. C'est-à-dire que quand tu es dans un collège privé, tu es quand même dans un collectif de travail, tu vois, quand tu es le prof. Tu n'es pas un prof particulier qui fixe lui-même ses propres prix et tout. Si vraiment on voulait faire l'analogie, on est en fait que des profs indépendants particuliers qui font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, pour le secteur 2, pour te dire à quel point c'est dégueulasse, c'est qu'en fait, les praticiens au secteur 2, ils peuvent aussi ne pas faire de dépassement. Ils fixent le prix qu'ils veulent. Et donc, ils font des prix à la tête du client. Et j'utilise volontairement le mot client et pas patient parce qu'il y a vraiment des médecins qui voient leur métier comme un commerce, tu vois, et donc qui disent client au lieu de patient. Moi, ça me choque à chaque fois de fou. Et en fait, ils vont dire non, mais pour les patients à la CMU, je fais pas de dépassement d'honoraires. Quand les patients ont des difficultés financières, je fais pas de dépassement d'honoraires. Et je te dis, moi, je connais des confrères, c'est vrai qu'ils font ça. Mais ça veut dire que le patient doit ramper pendant la consultation, oser dire docteur, c'est trop cher pour moi, nanana. Parfois, ils refusent. Et tu imagines bien que, allez, imaginons que tous les médecins ne soient pas des êtres humains purs et parfaits. Évidemment, ce n'est pas le cas. Vous savez, moi, je suis parfaitement confraternelle. Je n'ai aucun doute sur le fait que 100% des médecins qui exercent en France sont des gens parfaitement super. Mais imaginons qu'il y a un médecin raciste, par exemple. Et que du coup, non, c'est impossible. Mais que moi, du je coup, lis les BD de Vite Carabin, j'y crois pas. Mais bon. Voilà, il y a zéro racisme là-dedans. C'est bien connu. Et que du coup, tu vois, en fait, tu as plus tendance à faire sauter les dépassements d'honoraires quand tu es face à un patient blanc que quand tu es face à un patient rome, par exemple. Ou que quand tu es face à un patient de la communauté des gens du voyage, des patients tziganes, grosse tziganophobie dans le monde médical, hein, genre vraiment beaucoup. Tu vois, donc ça pose des problèmes, ce côté, en plus, tu vois, où tu peux faire à la tête de la personne, truc d'adaptabilité, où il y a à moitié du copinage et tout, mais t'imagines le niveau de pouvoir que tu as sur les gens, déjà de base par ton statut de médecin, et en plus avec ce couperet du dépassement d'honoraires. C'est de la folie, quoi. C'est vraiment, ça met les médecins dans une position de surpuissance qui est juste dingo. C'est très intéressant parce qu'on revient à une mode que le capitalisme avait tenté de dépasser, qu'est l'objectivation de la valeur. Il y avait effectivement dans le temps une subjectivation de la valeur, on faisait commerce un peu à la tête du client, tu vois, le marché avant le capitalisme et son monde de la valeur, de la rentabilité qui justement impose des prix, impose des cotations, comme tu l'as dit tout à l'heure, sortait de l'échange et de la négoce, tu vois, comme c'était traditionnellement dans le monde du marché hégémonique pré-capitaliste, allez, je te la fais à temps, je te la fais à temps, et en fait, chaque forme d'échange était une négociation de marge. Le capitalisme a eu cet effet un peu égalitaire au début. Il y a un livre très connu là-dessus qui s'appelle Au bonheur des dames de Zola, qui justement montrait les premières apparitions des grands magasins, c'est les bons marchés, où pour une fois, on voyait le prix affiché. Et ça voulait dire qu'en fait, que tu sois pauvre, que tu aies accumulé pendant 6 mois de salaire pour t'acheter cette robe, ou que tu sois une belle dame qui puisse t'en acheter, etc., tu pouvais rentrer dans le magasin et t'acheter ce truc-là, le prix était fixé à l'avance, etc. Et ça a eu cette dimension égalitaire d'accès à la consommation par tous, et pas de privilèges, voilà. Mais là, ce que tu me dis, c'est un retour en arrière, c'est-à-dire un retour à la négoce, à la sortie de la valeur et de ces aspects révolutionnaires quelque part. Oui, carrément. Et pour terminer, avant qu'on reprenne la vidéo, donc ces dépassements d'honoraires, soit vous avez une complémentaire santé qui les prend en charge, et en général, elle les prend en charge de manière plafonnée. C'est-à-dire, elle va vous prendre en charge les dépassements jusqu'à 50% du prix de base de la sécurité sociale, ou 100%. Parfois, vous avez des mecs qui font x3, x4, x5, hein, donc votre complémentaire les prend pas forcément en charge. Et il y a des complémentaires qui ne les prennent pas en charge. Et je pense particulièrement parce que tu vois, maintenant,
maintenant, le contrat de complémentaire, il est obligatoire pour les salariés. Ils ont une complémentaire qui est payée par l'employeur et qui est prévue dans le contrat de travail. Donc, il y a plus de gens qui ont une complémentaire santé qu'avant. Mais il y a des gens qui n'ont pas de complémentaire santé ou alors des complémentaires santé de très mauvaise qualité. Les auto-entrepreneurs, tu sais, qui gagnent pas beaucoup de thunes. Les retraités qui ont des petites retraites parce que bien sûr, les complémentaires, bah oui, ce sont des assurances privées et donc elles vont te faire payer plus cher si tu as plus de risques d'être malade. Et donc, quand tu es vieux, eh ben, tu payes beaucoup plus cher ta complémentaire santé. Et il y a des gens, en fait, ils font des devis à des complémentaires, on leur demande 250 balles par mois. Mais t'imagines le délire. Quelqu'un qui a 800, 900 euros, il peut pas mettre 250 euros dans sa complémentaire. Donc, souvent, ils prennent une toute petite complémentaire. Ils appellent ça la mutuelle hospitalière, tu sais, qui te prend en charge qu'en cas d'hospitalisation. Et il y a plein de trucs qui sont pas pris en charge, et notamment les dépassements d'honoraires. Donc, dans ces cadres-là, normalement, les patients à la CMU, les dépassements d'honoraires ne sont normalement pas applicables. Dans les faits, ce qui se passe, c'est que, et moi, je le vois très souvent parce que j'ai beaucoup de patients précaires dans les gens que je suis. Par exemple, ils ont besoin de se faire opérer du genou. Ils vont appeler, le chirurgien va dire: ah, vous êtes à la CMU, bon ben effectivement, je vais pas faire de dépassement d'honoraires, vous allez être sur mes créneaux sans dépassement. Mon prochain créneau de bloc sans dépassement d'honoraires, c'est dans 10 mois. Par contre, avec dépassement d'honoraires, j'ai une place dans 1 mois et demi. Et tu vois un peu comment... c'est de la négoce, c'est ce que je te disais. Exactement. C'est une folie. Donc voilà, et comme il y a une pénurie de médecins actuellement, le rapport de force de négociation est totalement déséquilibré en faveur des médecins qui choisissent d'appliquer des dépassements d'honoraires. La crise de la valeur capitaliste, là, telle qu'on le voit, revient en arrière dans une situation pré-capitaliste de l'échange, alors que la solution, c'est d'en sortir définitivement. Ce que tu viens de dire sur la tarification à l'acte, mais le fait peut-être de fonctionnariser les médecins, je ne sais pas. Oui, non, mais attendez, alors, on va au moins après, mais là, les copains, une fois que vous nous avez entendu avoir toute cette explication et cette discussion, la santé ne doit pas être un bien marchand. D'accord. Voilà. La santé n'est pas une marchandise. La santé est un bien commun auquel nous avons tous le droit. Et un médecin devrait être payé de la même manière, quoi qu'il fasse, qui qu'il soigne, d'accord, pour avoir pour seul objectif dans sa pratique l'intérêt supérieur de la personne qui est en face de lui. La seule question qu'il doit se poser, c'est: comment puis-je faire pour soigner au mieux cette personne en fonction de ce que cette personne souhaite, veut, vit, comprend, etc., etc. Et pas en fonction de ce que cette personne peut payer, en fonction de moi, si j'ai envie de faire cet acte-là ou pas, parce que sinon je vais pas être payé pareil. La santé n'est pas une marchandise et ne doit pas l'être. En plus, votre serment d'Hippocrate est un très beau serment, très humaniste, moi je veux dire communiste, qui justement montre que ça doit être désintéressé. Évidemment. Du problème. Non, mais pourquoi vous dites qu'il faut interdire les dépassements? Ça vous choque pas les tarifs opposables? Comment? Ça vous choque pas le montant des tarifs opposables? Non, mais ça n'a pas été augmenté depuis 20 ans. Mais ça, sur ce que vous dites, il y a un sujet éventuellement. C'est un vrai sujet, c'est le sujet. Pourquoi vous dites qu'il faut interdire? Alors, les tarifs opposables, on vient de faire 25 minutes. C'est la capsule qui était prévue de pédagogie de 20 minutes. Elle va faire 2 parties de 3 heures. C'est du Mos Majorum. Mais les tarifs opposables. Là, je vous l'ai dit, j'ai commencé en disant que je serais le profane. Donc, les tarifs opposables, c'est Zoé? C'est les tarifs Sécu. C'est le tarif fixé par la Sécu. Et donc là, il dit qu'on n'a pas augmenté depuis 20 ans, etc. Alors, Jean-Paul Hamon, de ce que je sais, est médecin généraliste comme moi. Et donc, pour nous, ça a été largement augmenté, cher confrère. Mais je pense qu'il s'en souvient. C'est-à-dire qu'on était à 23 € quand moi j'étais interne, c'est-à-dire en 2016-2017. Ensuite, c'est passé à 25 €, puis c'est passé à 26,50 €, puis récemment, là, depuis fin 2024, c'est passé à 30 €. En 6-7 ans, on a fait une augmentation de 30%. C'est pas mal. Il y a d'autres gens qui ont été augmentés de 30% ces 7 dernières années là. C'est pas le cas. Moi, j'ai bien les chiffres en tête sur le salariat. C'est vraiment pas le cas. Même si tu prends les gens qui sont le plus augmentés aujourd'hui, c'est pour vous donner la situation de la crise, sont les gens au SMIC, parce que sinon les gens ne travaillent plus, parce qu'ils ne peuvent même plus se déplacer, manger, survivre s'ils sont en dessous. Donc c'est le SMIC qui augmente le plus. Tous les autres salaires sont compressés, mais des 30%, ça n'existe pas, quoi. Peut-être. Les grandes fortunes, les PDG. Voilà, les grandes fortunes ont fait x2 sur cet intervalle-là. C'est les seuls. Mais voilà. Et donc, les médecins généralistes, alors, il y a cette augmentation. Il y a eu d'autres augmentations de tarifs. La visite, je vous disais, la visite pour les patients de plus de 80 ans qui ont une maladie chronique, etc. Alors, ça, il y a plein de médecins que ça ne concerne pas. Mais moi, médecin de campagne, je fais encore beaucoup de visites à domicile. J'ai beaucoup de patients très âgés. Et donc, moi, ça me concerne beaucoup, ça. C'est passé de 35 à 70 €. T'imagines un peu voilà, folie, 100%. Quoi. Le changement. Alors, tu peux te dire, parce qu'en fait, si tu te retrouves à rationaliser les actes, c'est vrai que, tu vois, moi, quand je vais au domicile d'une vieille dame qui a du mal à se déplacer, qui
a beaucoup de pathologies différentes, où il faut que je prenne le temps, ne serait-ce que pour la déshabiller, l'installer, l'examiner et tout, ça prend du temps. Parfois, je suis un de ses seuls liens sociaux avec parfois les aides-soignantes qui viennent l'aider à s'habiller le soir, à manger, etc. Donc, il faut quand même que je passe du temps aussi pour parler avec elle, c'est important. Puis pour la soigner, j'ai besoin de parler. Alors effectivement, tu vois, 35 € contre 25, si tu te dis, il faut que je rationalise mon temps et tout, c'est moins rentable d'aller chez cette vieille dame quand c'est payé 35 € que quand c'est payé 70. Mais en fait, je ne devrais pas être en train de me poser la question de qu'est-ce qui est le plus rentable ou pas. Et alors, je rappelle que moi, je l'ai toujours dit, mais nous n'avons pas de problème de rémunération en médecine générale, d'accord? Moi, je fais partie des médecins généralistes les moins payés de France pour de multiples raisons, parce qu'on a beaucoup de secrétariat, beaucoup de salaires qu'on paye par rapport à d'autres médecins libéraux, etc. dans le cabinet de groupe dans lequel je suis, parce que moi, je suis à 3 jours semaine en libéral et à côté, j'ai un salariat. Et entre ma part libérale et mon salariat, je gagne à peu près 4 000 €. Je gagnais un petit peu plus avant pour d'autres raisons. Là, actuellement, je gagne à peu près 4 000 € net par mois pour, on va dire, une charge de travail. Sur ma part libérale, je garde à peu près 3 000, 3 500 €. Et cette part libérale, ça représente 3 jours semaine. C'est 3 grosses journées. Je fais entre 9 h et je rentre chez moi entre 20 h et 21 h 30 en général. Et parfois beaucoup plus tard quand c'est notamment pendant les épidémies hivernales. Et je fais des gardes le soir. Je fais des gardes aussi les week-ends. En gros, en moyenne, ça représente sur ma part libérale, hein, sans compter mon salariat, à peu près 40 heures semaine. Et je touche à peu près 3 500 € net, l'équivalent de 3 500 € net. Et quand je vous dis net, c'est net, hein, URSSAF payé, caisse de retraite payée et tout ça. Moi, je trouve que c'est bien comme revenu parce qu'en plus, j'ai mon salariat. Mon problème à moi, c'est que je soigne dans de mauvaises conditions, que j'ai une charge de travail qui est beaucoup trop haute, que je ne peux pas bien soigner les gens parce que je n'en ai pas les moyens, les conditions concrètes, matérielles pour pouvoir bien soigner. C'est ça mon problème, c'est pas mes revenus. Et je suis parmi les médecins les moins bien payés de France parce que la moyenne d'un médecin généraliste en France, c'est 6 500 € net par mois pour environ 50 heures de travail par semaine. Voilà. Médecin, donc tu dis 3 500 pour 40 heures, ça te fait l'équivalent de 2 SMIC, quoi. Tu vois, donc personne va trouver que c'est indécent. Énormément de médecins trouvent ça horrible, hein. Énormément de médecins. Eux, ils supportent pas. Mais moi, je leur propose de vivre déjà avec un SMIC. Tu vois. Et sur ce qu'il dit, juste pour finir, sur ce qu'il dit sur pas revalorisé depuis 20 ans, donc ça ne concerne pas la médecine générale qui est sa spécialité à lui et la mienne, ça concerne d'autres types d'actes précis dans certaines chirurgies qui effectivement n'ont pas été revalorisés. Je dis certaines chirurgies, je sais qu'il y a certains actes de radiologie aussi qui n'ont pas été revalorisés depuis un moment, mais on va en parler après. Ouais, c'est vrai que les radiologues, moi j'en ai vu un, SDF là, il était obligé de vendre l'appart à Courchevel, des images terribles. Purement et simplement les dépassements d'honoraires. Parce que ça a des effets de bord, notamment ça va réserver aux plus riches ou à ceux qui ont des complémentaires santé un certain nombre de services et ça fait une santé à deux vitesses dans notre pays. C'est pas la logique de la sécurité sociale où normalement c'est à chacun selon ses besoins et à chacun selon ses moyens. Médecine à deux vitesses, bon, ça c'est convaincant. On l'a dit dans une capsule là sur Nathalie Saint-Cric, là, on est en train de sortir du modèle universel, indépendamment de votre condition, etc., d'avoir une sécurité sociale pour tous et pas simplement pour tous, mais la même pour tous, voilà. Et donc, là, effectivement, comme il dit, on voit que ces dépassements d'honoraires sont en train de créer ce que tu disais tout à l'heure, des gens qui peuvent et des gens qui ne peuvent pas. Et en face, petite minorité de gens qui sont organisés en tant que minorité, en tant que pénurie et qui peuvent fixer leur prix, quoi. Là, c'est intéressant parce qu'on critique les médecins individuellement, on se moque d'eux, de leur Range Rover, de leur moi, passion. Moi, jamais. Quand je dis on... Aucun médecin. Tu sais, on est un con, hein, comme on a appris, c'est moi. Hein. Donc, je me moque des médecins, de leur Range Rover, de leur passion pour le ski, pour le tennis. Mais en fait, tu te rends compte que tout est fait pour qu'ils aient des mentalités de commerçants. Le fait qu'ils soient individualisés, libéraux, déjà le statut. Le fait qu'ils soient minorisés, c'est-à-dire qu'ils puissent moins fournir d'offres qu'il y a de demande. Donc, ils sont capables d'augmenter, de décider de leur prix. Là, ils sont dans une position que les commerçants adorent, c'est quand tout le monde s'arrache leurs produits et que eux sont les seuls sur le marché. Donc tout ça fait qu'ils ont des structures mentales qui tendent vers le commerce. Et quand tu rajoutes à ça un état centralisateur qui leur donne des cotations, tu vois, des prix, des machins, alors là, t'es vraiment un commerçant organisé par l'État. T'as le beurre et l'argent du beurre, la sécurité de l'État. Il n'y a pas plus néolibéral que ça, c'est-à-dire t'as tous les avantages du commerçant sans avoir, et c'est des avantages parce qu'en plus, la Sécu permet quand même de maintenir la demande, puisque c'est quand même remboursé. Parce que si justement il n'y avait plus du tout de Sécu, des gens ne pourraient plus se soigner, mourraient, et donc ils perdraient leur hégémonie, c'est-à-dire d'être en offre minimale par rapport à la demande. Donc ils ont des consommateurs subventionnés, un État qui les garantit, qui cote, la liberté de commerce et de fixation des prix, enfin je veux dire, c'est catastrophique pour les rentes de gauche. Je sais pas comment t'as échappé à ça, tu dois avoir été touché par la grâce ou quelque chose comme ça, Mazoé, mais c'est merveilleux, quoi. Faut créer une ligue, là, la ligue des médecins communistes, quoi, tu vois. Il y en a plein qui nous regardent, Chris, dans les jeunes médecins, mais on va expliquer après pourquoi moi, j'en connais, on en a croisé.
s'ils écoutent la capsule, on pense bien à vous, Carrément, on vous force à vous. rappelle. Ça fait partie des projets de la Brèche, vraiment premier degré, qu'on crée des modes d'organisation et pas que de médecins d'ailleurs, de soignants, d'usagers du soin et tout, qu'on se crée une orga sur la santé, à la fois qui aurait un rôle théorique de réfléchir à des solutions, etc., mais aussi organisationnel, pratique. Et notamment, moi, je pense aux expériences de la médecine pour le peuple, du PTB en Belgique, le Parti des travailleurs belges et tout. Bref, on en a déjà parlé de tout ça, on en reparlera. Nous, notre objectif, c'est de faire le 100% sécu. Ça veut dire réintégrer les mutuelles dans la sécurité sociale. Et peut-être que là, on pourra trouver un point d'accord. Parce que si vous faites ça, vous régénérez de l'argent. Parce que ce qu'on oublie, ce qu'on a tendance à oublier quand on parle des médecins, y compris des médecins libéraux, c'est qu'en réalité, une grande partie de leurs revenus est prise en charge par la sécurité sociale. Et que les gens ont parfois l'impression qu'en contrepartie, on ne demande pas assez aux médecins. Je sais que vous allez me dire, Ce que je viens de dire, là, du coup, c'est les gars, ils sont subventionnés et en même temps, ils fixent leur prix, quoi. Très vite fait, on l'a expliqué plein de fois, mais je le redis parce qu'il faut le marteler. Donc, il y a 2 tiers sécu, 1 tiers complémentaire qui rembourse les soins en France, sauf pour les maladies chroniques qui sont prises en charge à 100% et les soins liés aux accidents de travail. Enfin, voilà. Dans certains cadres précis, certaines consultations obligatoires de pédiatrie, par exemple, certaines consultations obligatoires de gynécologie, voilà. Mais la majorité des soins, c'est 70 la sécu, 30 la complémentaire. Les complémentaires coûtent beaucoup plus cher. Supprimer les complémentaires, prendre l'argent cotisé aux complémentaires pour le passer à la sécurité sociale, nous fait économiser immédiatement 5,4 milliards d'euros par an. Et ce chiffre-là, je ne le sors pas de mon cul, je le sors du rapport du Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie qui est sorti en 2022 ou 2023. 4 scénarios sont étudiés. Dedans, scénario 3, c'est le scénario où on retire totalement les complémentaires, on les passe à la sécu. Ils ont calculé ça parce qu'il y a des frais de gestion monstrueux sur les complémentaires santé. À la sécu, quand vous cotisez 100 € à la sécu, il y en a 3 qui partent dans les frais de fonctionnement, payer les salaires, les bâtiments, le matériel, etc. Et 97 qui partent dans les soins. Dans une assurance santé privée type AXA, je cite toujours AXA parce que c'est... bon bref, on pourra reparler d'AXA. Il y a vraiment de bonnes raisons de citer AXA. Alors, c'est tous des fils de chiens, hein, les assurances privées. Voilà, donc vous avez compris qu'il n'y a pas de confraternité avec les assureurs chez eux. Non, là, on peut y aller franco, je n'ai pas de problème avec eux. Donc, tout va bien. C'est tarifs, c'est des pleins tarifs, là. C'est le dépassement d'honoraires, là, du coup. Ouais, c'est secteur 3 avec AXA. Je suis non conventionnée en insulte avec AXA. Donc, du coup, chez AXA, quand vous cotisez 100 €, il y a 22 € qui partent dans les frais de gestion. 3 € d'un côté, 22 € de l'autre, c'est 7 fois plus cher. D'accord ? 7 fois plus cher. Parce que AXA, quand vous cotisez, il faut rémunérer les commerciaux, les machins. Bah oui, parce qu'il y a de la concurrence. Donc, la concurrence, ça coûte cher. Il faut payer des commerciaux, du marketing, du machin, du truc. Oui. Et puis, il faut rémunérer les actionnaires d'AXA et les PDG hors de prix d'AXA et les actuaires d'AXA, etc., etc., etc. Tout ça coûte un pognon de dingue. Je fais un petit parallèle. Le chaos du marché. Quand vous payez tout ça, les gens ils se rendent pas compte de quand ils payent la pub, etc. Vous payez le coût de la concurrence. Voyez. Oui. Vous payez le coût de la concurrence. Un marché unique, bien géré, bien planifié, il est organisé juste pour fournir le besoin. Quand vous êtes dans le marché capitaliste, en fait, vous payez donc le produit, sa marge, sa plus-value que le capitaliste utilise, et aussi toute une partie qui est dans le produit, qui n'est pas la plus-value, qui est le coût de la concurrence, c'est-à-dire tous les faits de marketing, de promotion, de mise en valeur, de vente, de logistique, de publicité, etc., pour se concurrencer avec les autres produits qui sont souvent tout à fait identiques. Fait bien de le rappeler. Dans les mutuelles, c'est encore pire que dans d'autres produits qui pourraient être un peu différenciés. Là, c'est exactement la même chose, in fine. Alors souvent quand je dis ça, tu sais, alors en fait, il faut dire complémentaire santé, parce que complémentaire santé, ça recoupe à la fois les assurances privées, les trucs qui fonctionnent sous le code des assurances et les trucs qui fonctionnent sous le code des mutuelles, parce que ça aussi, ça compte dans les complémentaires. Et parfois, les gens me disent, oui, mais en fait, il n'y a pas que des assurances privées, il y a aussi des mutuelles, et la mutualité, c'est super, etc. C'est vraiment trop un truc de gauche et tout. Les mutuelles, actuellement, qui sont aussi en concurrence, du coup, elles ont aussi des frais de gestion qui sont beaucoup plus élevés. Alors, il n'y a pas d'actionnaires à rémunérer, etc. Donc, ça coûte moins cher. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit 22% comme AXA, c'est 8%. Mais ça reste beaucoup plus, 2 à 3 fois plus que la Sécu qui est à 3. Parce qu'elles sont quand même en concurrence. Donc, il y a quand même le prix de la concurrence à payer, même s'il n'y a pas le prix du capital à rémunérer. Donc, voilà. Tout ça pour dire que Antoine Léaumont a raison de rappeler que le 100% sécu fait économiser de l'argent. Moi, je pense qu'à chaque fois, c'est important de rappeler que ça fait économiser de l'argent parce que le capital coûte cher, rémunérer le capital, et que la concurrence coûte cher. Le privé, ça coûte plus cher. La comparaison entre sécu et complémentaire santé est un excellent exemple que tout le monde peut comprendre pour capter pourquoi le privé, ça coûte plus cher. Ben moi, je suis pas d'accord. J'ai vu Mos Majorum, il m'a convaincu, donc je ne comprends pas cette capsule. Que c'est pas nécessairement le cas. Mais souvent, on a l'impression, comme on a des déserts médicaux et comme on a une difficulté sur l'installation des médecins dans les déserts médicaux, et ce système-là des dépassements d'honoraires participe à... Juste pour info, moi je parle là avec l'ami, la camarade, la chef, qui est dans un désert médical. Mais en fait, soyons honnêtes,
Elle est dans un désert tout court. donc c'est pas simplement un désert médical. C'est intéressant ce que tu dis, Chris, parce que tu sais, là, en fait, quand on écoute Léo Mans, et c'est toujours comme ça avec les politiques, on a l'impression que les déserts médicaux, c'est des endroits particuliers de la France, genre des zones comme la mienne qui sont des zones rurales, tu vois. Moi, je vis dans un territoire très rural. Il y a vraiment, en termes de taux de population qui habite dans un territoire comme le mien, je pense que je connais pas les chiffres, mais ça doit être moins de 10% des Français qui vivent dans un territoire qui est aussi rural que le mien, où on est à plus de 30 minutes de la première ville qui fait, on va dire, plus de 50 000 habitants, voire même plus de 30 minutes, que voilà, il y a aussi des zones particulières, tu vois, en montagne, dans des îles, etc., qui ont des situations géographiques qui font un éloignement spécifique. Ouais, et je le dis désert exprès parce qu'on parle de déserts médicaux, c'est aussi des déserts d'équipement. C'est-à-dire que des fois, t'es pas loin de la ville, mais t'as pas les réseaux de routes, de transport en commun. Voilà, de transport en commun, t'as des petites routes qui font que tu peux pas accéder vite, t'as pas la fibre, ça on le sait tous, voilà, Zoé. Et c'est vraiment le néolibéralisme qui trouve que ces territoires-là n'ont pas assez de richesse, parce que pas assez de population, parce que pas assez à capitaliser, et qui sont en train d'être désertifiés par le néolibéralisme, parce que c'est littéralement des territoires, et là ça recoupe avec ce que tu disais, pas assez rentables. Et que dans la mentalité de commerçant qu'on vient de décrire précédemment, tu dis, mais je vais pas m'installer là, ce ne sera pas assez rentable. Voilà. Sauf que, pour la médecine, en fait, c'est faux de le voir comme ça, parce qu'en réalité, les déserts médicaux, c'est partout parce que nous avons organisé la pénurie de médecins. Nous avons choisi de ne pas former assez de médecins à partir des années 70. C'est une décision qui a été prise de manière conjointe avec la corporation médicale d'un côté, qui face à la massification universitaire post-68, voyait arriver dans les facs de médecine des gens qui n'étaient pas tout à fait de la bonne classe sociale, etc. et qui se sont dit « Ouh là là, ça nous plaît pas du tout ». Et c'était un moment où le nombre de médecins augmentait beaucoup parce qu'il y avait une solvabilisation des patients par la sécurité sociale. Jusque dans les années 50-60, t'avais pas beaucoup de médecins, mais aussi parce que c'était difficile de vivre de la médecine. Déjà d'avoir accès aux études universitaires, mais aussi de vivre de la médecine parce qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas les moyens de se soigner. La Sécu est passée en 45, mais le temps qu'elle s'installe vraiment bien et que ça fasse des habitudes de consommation de soins et que du coup des médecins soient formés en plus grand nombre parce qu'il y avait une solvabilisation en fait des gens, tout ça est arrivé dans les années 70 et ça leur a pas du tout plu à cause du profil des gens qui faisaient médecine, c'était trop ouvert, etc. Mais aussi parce que plus il y a de médecins, quand vous avez un modèle de médecine libérale, eh ben moins vous avez de clients. Eh ben oui, on est là-dedans. Ils ont tout fait pour faire baisser le nombre de médecins. Et de l'autre côté, vous étiez face à des politiques qui étaient déjà en train de faire le tournant néolibéral dans leur tête et tout, qui eux se sont dit, comme les médecins sont tarifés à l'acte, plus ils sont nombreux, plus ils vont faire des actes. Et ça, c'est vrai. Si t'as pas assez de patients, ton patient que tu vois tous les 6 mois pour son traitement pour la tension, au lieu de le voir tous les 6 mois, tu vas le voir tous les 2 mois. Tu vas lui dire, monsieur machin, vous devez revenir dans 2 mois. C'est très important que je vous prenne la tension tous les 2 mois. Alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin. Donc c'est vrai que si tu tarifies les mecs à l'acte et qu'ils sont tous autonomes et qu'ils sont trop nombreux, ils vont créer plus d'actes et donc ça va coûter plus cher à la sécurité sociale. Donc, côté politique comptable budgétaire et du côté corporatisme médical, tout le monde a été d'accord pour baisser le nombre de médecins. Il a baissé drastiquement. Dans les années 80-90, il était extrêmement bas. Et puis ensuite, fin des années 90, on s'est rendu compte que c'était une gigantesque connerie. Déjà, début des années 90, on retrouve des articles des Échos qui disent déjà « Ouh là là, attention, ça va être la sauce et on va manquer de médecins dans les années 2020 ». Alors, ils ont bien calculé, hein, c'est le cas. Parce qu'en plus, donc tu as tout ce trou de formation qui fait que les gens qui ont aujourd'hui, on va dire, entre 45 et 55 ans manquent énormément dans les médecins, des gens dont on aurait eu besoin dans les facs de médecine qui n'ont pas pu faire médecine. Ça a commencé à remonter au début des années 2000, sauf que le problème c'est qu'un médecin ça met 10 ans à être formé et qu'on a cet énorme trou de formation. Et là en fait, au moment où la génération du baby-boom arrive à plus de 75 ans et donc a besoin d'encore plus de soins, parce que plus on est âgé, plus on a besoin de soins. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un schéma en 3 parties pour que vous compreniez ça, tu vois, tout le monde peut le capter. Et là, on se retrouve dans une situation qui est littéralement catastrophique. Actuellement, en France, un généraliste sur 3 a plus de 60 ans. On a des départs à la retraite en cascade et on n'a pas assez de jeunes. La génération qui est juste au-dessus de la mienne manque énormément. Les jeunes arrivent, mais pas suffisamment vite. Et donc là, on a un vrai trou. Et donc, 87% du territoire français est désertifié. Le plus grand désert médical de France, c'est l'Île-de-France. Donc, faut arrêter de se raconter que c'est qu'une histoire de ruralité et tout ça. Ce n'est pas vrai. Il manque de médecins partout. Et c'est pour ça que quand Léo Mans, quand il dit on a du mal à ce que les gens s'installent dans les déserts médicaux, mais en fait, la question n'est même pas là. Nous ne sommes pas assez nombreux, numériquement. Même si 100% des jeunes internes de médecine générale qui sont formés actuellement vont dans les 87% de territoires désertifiés, ça ne va quand même pas suffire. On n'en est même plus là. Et en fait, globalement, ils y vont, tu vois. Peut-être pas dans les zones très rurales, etc. Mais là, il y a d'autres questions à se poser, comme tu le dis, de où est le boulot pour le conjoint? Est-ce qu'il y a des crèches pour les gamins? Enfin, tu vois, des trucs de base, quoi. Mais le problème de fond, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux. Et ça va être le cas jusqu'en 2030. On est dans une merde, les gars, mais laissez tomber, hein. On est dans la merde jusqu'en 2030. Et il faut pas se raconter d'histoire. Ça va être la giga merde encore pendant plusieurs années. Donc, il faut trouver d'autres moyens de s'organiser. Et c'est pas qu'une question de répartition sur le territoire et tout. Nous ne sommes numériquement pas assez nombreux par rapport au nombre de gens qu'il faut soigner.
Bah, ça me rappelle en fait l'après-guerre, les deux après-guerres, Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale, quand justement on n'avait pas assez de capacité, tu sais, de production sur certains secteurs qui étaient avant extrêmement marchands et qu'on a créé des grosses nationalisations. On a fonctionnalisé des gens dans des secteurs industriels, etc., pour pouvoir relancer la machine. Et aussi, on a supprimé des privilèges. Peut-être que les médecins ont trop de privilèges de soins, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas obligés d'avoir fait leurs études, voilà, pour pouvoir faire, tu vois. Et on a créé une planification, c'est-à-dire une stratification avec effectivement, voilà, des tâches très fini, voilà, très compliqué qu'il faut laisser faire à certaines personnes, mais aussi une division du travail plus générale, plus organisée, pour pouvoir relancer la machine très vite, parce que comme tu l'as dit, relancer la machine, reconstruire la France dans les conditions du marché qui précédait la destruction de la Seconde Guerre mondiale, c'était impossible à faire. Et là, je me demande, parce que moi je dis souvent le néolibéralisme est une forme de destruction totale des réseaux du pays, mais lente, quoi, non pas sur 4-5 ans, mais sur 40-50 ans. Est-ce qu'on n'a pas besoin effectivement de sortir complètement de cette vision libérale pour pouvoir rapidement mieux soigner les gens, quoi, voilà. Alors, figure-toi, mon Chris, que pour de multiples raisons, la CAP, c'est déjà très long, c'est des trucs qu'on a développés dans d'autres endroits, mais je le fais très très vite. Il y a un énorme changement qui est en train de se faire en médecine générale, par la féminisation notamment. À la fois parce que la médecine générale s'est constituée en une réelle spécialité, avec ses propres savoirs, qui ont eu besoin de faire un pas de côté par rapport aux autres spécialités médicales. Elle était très dominée avant. Et notamment, s'est mise à avoir une vision du soin, plus une vision globale, injecter des sciences sociales dans les connaissances en médecine, comprendre qu'en fait, on ne soigne pas un organe, etc., mais qu'on soigne quelqu'un dans son environnement social, que son travail, sa vie familiale, etc., ses conditions de logement et tout ça joue dans son état de santé. Alors ça vous semble être une banalité totale, mais je vous jure qu'en médecine, ça a été un gros travail de faire passer ça. Et donc en médecine générale, il y a cette construction de la spécialité, cette évolution de la spécialité ces dernières années qui se fait comme ça. Il y a la désertification médicale qui fait qu'on délègue de plus en plus de tâches à d'autres types de professionnels de santé, des kinés, des pharmaciens, etc. Et même aux patients, tu vois, moi chez moi, j'ai pas assez de kinés. Et ben du coup, les kinés, ils conseillent aux patients des petites vidéos sur YouTube, etc., sur comment faire ta propre rééducation toi-même. Enfin, en fait, tu sais, il y a la pénurie fait aussi que tu trouves des moyens de te démerder exactement comme tu le dis dans la situation d'après-guerre. Nous, il y a des trucs qu'on délègue aux pharmaciens, aux infirmières, aux kinés, etc., parce qu'on n'a pas le temps de tout gérer. Et en fait, ça se passe pas si mal que ça, tu vois. Donc, les jeunes médecins généralistes apprennent aussi beaucoup plus à travailler en équipe, en collectif. Moi, je l'ai vu dans la médecine du travail, tu sais, où avant, t'avais pas le droit aux infirmières, il fallait le médecin du travail. En fait, c'est maintenant, c'est l'infirmière du travail. Mais oui, et ça se passe bien. Travailler en équipe, ouais, tu disais. Et du coup, tu apprends à travailler en équipe, tu vois. Donc, ça te change ta mentalité de petit bourgeois, machin, mon petit commerce, mon petit truc, mon truc, ça te change tes structures mentales. Donc, tu as une autre vision du métier, une vision plus complexe, sociale, avec les déterminants sociaux en santé et tout. Une façon de travailler beaucoup plus collective et beaucoup plus pluridisciplinaire. Et tu rajoutes à ça la féminisation massive de la médecine générale qui fait qu'aujourd'hui, il y a 70% de femmes dans les promotions. Et comme nous sommes encore dans une société patriarcale, le gros du travail domestique lié aux enfants, etc., etc., incombe encore aux femmes, même quand elles sont de classe sociale supérieure, et donc elles peuvent payer des femmes pauvres, des femmes immigrées pour le travail des enfants, pour faire le ménage dans la baraque, etc., etc. Et donc elles demandent à avoir des organisations de travail où elles ont des congés maternité, des jours enfants malades quand les gamins sont malades, à travailler en équipe pour pouvoir se répartir la charge de travail, à pouvoir prendre son mercredi de temps en temps pour s'occuper des gamins, etc. Et donc elles demandent beaucoup plus souvent du salariat. Et aujourd'hui, dans les promotions de médecine générale, tu as 40% des étudiants en médecine qui demandent du salariat, ce qui est une révolution absolue par rapport au statut libéral. Et ça change tout dans les structures mentales. Donc, il y a vraiment un changement qui est en train de se faire là chez les médecins, notamment chez les médecins généralistes. Le travail d'un projet politique de gauche, ça va être d'accompagner ce changement vers cette modification, cette transition de la médecine qui est absolument nécessaire pour qu'on puisse faire une médecine à la fois de qualité pour les patients, à la fois essayer de dédroitardiser les médecins parce que c'est insupportable d'être avec des gens qui ont ce type de structure mentale, bien que je les adore, c'est mes confrères adorés, vraiment vous êtes trop super, c'est génial et tout. Et voilà quoi. Donc, il y a vraiment un enjeu politique de fou là qui se joue. On est d'accord. On va finir Antoine, et voilà, Antoine, voilà, il passe ses musclés là. Faut qu'il muscle accentuer les déserts médicaux. Et bien du coup, on a un peu l'impression que on donne avec la sécurité sociale, mais on demande rien en retour. Frédéric Bizarre. Pardon. Non, simplement pour finir d'un mot, nous, notre modèle, 100% sécu, on prend en charge des soins à 100% et on fait en sorte à la fois que les médecins puissent vivre correctement et que puissent vivre correctement, tu sais, comme si ça avait été un sujet, tu vois. Je donne un conseil de communication à Antoine Léaumont, à, je sais qu'Adrien Clouet parle beaucoup de santé aussi, bref, à tous les députés LFI, tous les députés de gauche radicale. Quand vous êtes face à un médecin, que j'adore, c'est mes confrères, nanana, la confraternité, tout ça, sympa. Qui fait « ouin ouin, on n'a pas assez d'argent pour vivre, ouin ouin, les tarifs sécu sont trop bas ». Première question à poser, c'est « combien tu gagnes ?»
combien tu gagnes. Tu ne peux pas demander à augmenter une rémunération qui est faite avec de l'argent public, collectif, qu'on a tous mis en commun pour se payer la santé. Et c'est important que ça soit de l'argent mis en commun parce que sinon, tout le monde ne pourra pas se soigner. C'est important que tout le monde puisse se soigner. Combien tu gagnes? Tu dis que tu ne gagnes pas assez. Combien tu gagnes et combien tu estimes que tu devrais gagner? Combien? Tant que les mecs ne répondent pas à cette question, combien, il n'y a pas de raison de discuter sur le chiffre de la cotation sécu qui est pas assez haut et tout. Ensuite, peut-être effectivement qu'il y a des actes qui se font à perte, nanana, etc. Mais du coup, la question c'est, il faut arrêter la tarification à l'acte. Moi, quand mes collègues sont là, ouais, mais tu comprends le chirurgien, il doit payer son aide opératoire et son machin et son truc. Bon, alors déjà, moi, je ne connais... Ça, on dirait du contrôle. En vrai, franchement, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est du contrôle de gestion d'entreprise capitaliste de faire ça, tu vois, enfin, de faire des feuilles Excel en essayant de savoir fiche de coût, cost card, comme on dit, voilà, combien je l'ai en marge brute, combien j'ai en marge sur coût variable, etc. Enfin, c'est une folie de faire ça pour la santé. Hein. C'est ça. Et les mecs vont te dire, c'est une entreprise médicale. Mon entreprise médicale de chirurgie urologique. Et je rajoute un truc, tu parlais tout à l'heure du coût de la concurrence, ce coût de la cotation est énorme. Parce que c'est énormément de gens qui vérifient qu'il n'y a pas de dépassement, etc. C'est monstrueux. Dans les hôpitaux sont aussi tarifés à l'acte. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Pour coter chacun des séjours, dire « Ah ben là, il y a un bonus parce que la personne était en surpoids et donc la sécu rembourse un petit peu plus. Là, il y a un bonus parce que la patiente avait des troubles du comportement et donc ça cote un petit peu plus. Là, ah c'est con, putain, on lui a fait des soins pendant 3 semaines, mais en fait, le seul truc qu'on a fait, c'est lui donner à manger et l'aider à marcher petit à petit pour se remettre de sa prothèse de hanche. Ça rapporte pas beaucoup. Enfin, tu vois, t'as vraiment ce truc complètement teubé, tu vois, d'essayer de normer. En plus, on ne peut pas normer le soin porté à un être humain, d'accord? Ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un arrive en consultation sur un créneau d'urgence, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que je vais avoir une jeune femme de 25 ans qui vient me voir parce qu'elle est aide-soignante en EHPAD et qu'elle a de la fièvre et qu'elle a la grippe et que du coup, elle peut pas aller bosser et qu'elle a besoin d'un arrêt de travail et ça va aller très vite parce que elle sait déjà ce qu'il faut faire. Moi, je vérifie vite fait qu'il y a rien de grave de plus. Et puis voilà, je lui fais son arrêt, elle rentre chez elle. Ça va durer entre 5 et 10 minutes, quoi. Et par contre, cette même jeune femme, je la vois sur mon planning sur un créneau d'urgence. Peut-être qu'elle vient parce que elle a subi une agression sexuelle dans le week-end et qu'elle va très mal. Peut-être qu'elle vient parce que elle a des idées suicidaires. Peut-être qu'elle vient pour me parler du fait qu'elle a une dépendance à l'héroïne depuis plusieurs années et que là, elle aimerait arrêter ou au moins être substituée. Et tu imagines bien que ça ne va pas du tout me prendre le même temps que gérer la grippe. Ça n'a aucun sens, tu vois, que tout ça soit considéré comme le même acte, payé au même niveau, etc. Le meilleur moyen de gérer ça, c'est de dire au médecin combien vous estimez qu'il faut gagner. Selon le rapport de l'adresse de 2021 sur les revenus des médecins libéraux, le revenu d'activité moyen d'un chirurgien en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires annuel, c'est 124 000 € par an. D'accord? Je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que ça va. D'accord? Alors, peut-être que là-dedans, il y a des urologues. Oui. Non, mais peut-être que là-dedans, il y a des urologues qui font la queue au Resto du Cœur pour nourrir leurs enfants. Il va falloir arrêter de se foutre un peu de notre gueule. Et si ça les fait chier que certains actes soient pas assez rentables, etc., on se met d'accord sur un prix. D'accord? On vous paye toujours le même prix et vous soignez les gens, quels que soient les actes que vous ayez à faire, en ayant pour seul intérêt l'intérêt supérieur, la santé de votre patient. Ça vous dit, on fait ça, les copains médecins? Ouais. Et ça va les obliger à avoir l'honnêteté de dire, dis un prix. Dis un prix, tu seras jamais payé moins, tu seras jamais payé plus. Dis un prix. Et en fait, tu vas voir que la réalité, c'est qu'il y a une envie d'enrichissement qui n'a jamais de fin. Parce qu'en fait, à 8 000 €, tu pourrais être à 10 000, et qu'à 10 000, tu pourrais être à 12 000, et qu'à 12 000, tu pourrais être à 15 000, et que ça te fait des structures mentales de teubé. Tu vois, quand tu vois ton collègue à côté qui est là, qui fait 25 cas par mois, parce qu'il fait des dépassements d'honoraires de malade et tout, et des gestes de chirurgie esthétique, de machin, de trucs, alors qu'à la base, il a été formé pour faire de la dermatologie, tu vois. Et que plutôt que voir des gens qui ont des psoriasis, il passe son temps à faire du laser et je sais pas quoi. Alors, je dis pas que la chirurgie esthétique ne sert à rien, il y a des fois où c'est utile et tout ça. Il y a, tu vois, des gens qui ont des besoins, tu vois, en médecine esthétique et réparatrice. Je dis pas ça, je dis juste que bon, voilà, il y a peut-être des priorités et c'est pas normal qu'il y ait certaines rémunérations pour certains actes et pas d'autres. Et donc, je suis désolée, mais en fait, ça te fait des structures mentales de zinzin. Si tu savais que ce n'était pas possible de gagner 25 cas par mois, tu ne te poserais pas ces questions-là. Moi, je pense qu'on devrait vivre dans une société où ça ne doit pas être possible de gagner 25 cas par mois en soignant les gens. En règle générale. Mais, oui. Mais en fait, en plus, tu dénonces un truc simple, c'est que en plus, le marché capitaliste a des biens pour toutes les bourses. C'est aussi ça, c'est que même si tu donnes 1 million € par mois, je sais pas, c'est le cas des footballeurs, il y a des choses à acheter avec 1 million par mois. Il y a des grosses baraques de Bourges, un yacht, etc. Tu vois, moi je pense que non seulement ce que tu dis de cette fonctionnalisation quelque part, voilà, des médecins et de cette rémunération
Moi, je pense que c'est aussi un moyen d'avoir des meilleurs médecins. C'est-à-dire d'être sûr de ne pas faire rentrer des gens qui se disent « je fais ça pour l'argent », quoi. Moi, je rêve d'un monde où les mecs qui ont ces structures mentales-là, ils se barrent en école de commerce. Et après, on prendra le pouvoir et on va fermer les écoles de commerce. Donc, de toute façon, ils iront comme tout le monde faire des boulots. Moi, ils se seront mis sur la liste tout seuls. Voilà. Mais en fait, la médecine ne devrait pas attirer des mecs. Tu devrais pas te demander est-ce que je vais faire trader ou ophtalmo. Enfin, c'est pas normal. La médecine n'est pas un commerce. La médecine n'est pas une entreprise. Médecin n'est pas un statut social. La médecine, c'est le soin. C'est une des choses les plus centrales du monde, c'est-à-dire la vie et la mort des gens. Le soin totalement désintéressé. Notre éthique nous impose d'avoir un rapport totalement désintéressé à notre métier. Le seul intérêt qu'on doit avoir en tête, c'est l'intérêt du patient et l'intérêt du collectif autour du patient, bien sûr, parce que dans une maladie transmissible, quand je soigne quelqu'un, je pense aussi à toute la collectivité autour de lui. Une jeune femme qui a la grippe ou qui a même un virus qui ne l'empêcherait pas de travailler, par exemple un Covid, mais pas très symptomatique, elle est aide-soignante en EHPAD, je vais l'arrêter parce que je ne veux pas qu'elle diffuse son virus sur son lieu de travail. Je dis une EHPAD, mais dans plein d'autres travails aussi, tu vois. La seule chose qu'on devrait avoir en tête comme soignant, c'est l'intérêt de la personne qu'on a en face de nous et l'intérêt du collectif autour. Ce sont les seules choses, pas notre intérêt pécunier, personnel, pas l'intérêt financier de la structure dans laquelle on travaille. Nous devons démarchandiser le soin, et ça, il n'y a qu'avec un système communiste qu'on peut le penser. Ben, c'est super. Moi, je vais finir avec cette formule d'Alain Beer qui dit qu'il y a le devenir capitaliste du monde. Ça, tout le monde se représente ce que c'est l'impérialisme, quand il y a de la prédation des ressources par le capitalisme et qu'il s'étend comme ça dans le monde. Mais il y a aussi le devenir monde du capital. Et le devenir monde du capital, c'est de faire en sorte que ce que tu disais, toutes les relations humaines finissent par être médiées par de la valeur et de l'argent. Les relations familiales, les relations d'éducation, les relations de protection des enfants, les relations de soins entre pairs, les relations de soins aux anciens, etc. Et il faut résister aux deux, au devenir capitaliste du monde et au devenir monde du capital. Voilà. Pour terminer, je me permets de vous lire en partie le serment d'Hippocrate. Vous allez voir que ce serment est un serment communiste, d'accord ? Et que quand vous entendez ces mots-là et que vous entendez les mots de certains confrères qui parlent de la médecine et de l'organisation de la médecine ces dernières semaines, mais en règle générale, alors je dis ça en toute confraternité bien sûr, vous allez vous dire qu'il y a peut-être un petit souci entre la structure mentale qu'ils ont et la manière dont on devrait normalement penser notre métier. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées, dans leur intégrité ou dans leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers. Alors il y a une petite phrase à la con, et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs, qui peut se comprendre de plein de façons, mais en fait, moi je pense qu'il faut aussi le comprendre comme ne pas agresser. Les agressions sexuelles et les viols des médecins sur leurs patientes sont un problème majeur. Malheureusement, les vieux droitards qui ont lu ça pendant des années l'ont compris, genre voilà, je dois expliquer aux meufs qu'elles doivent pas trop avorter, quoi. Bref. D'accord. Ouais, je te jure. Dernière chose, je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Alors ça va être ces questions qui sont posées par la loi fin de vie. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Dans le lien avec les industries pharmaceutiques, ça pose question. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me sont demandés. N'est-ce pas le plus beau texte sur la médecine qui existe, les amis ? Je suis désolée, hein. C'est très beau. On devrait pouvoir... voilà, moi j'ai envie de dire à tous mes confrères... Bien sûr, la dernière phrase, c'est que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonorée et méprisée s'il me manque. Sachez que ici, nous savons de quel côté est le déshonneur et le mépris. Eh ben, j'ai rien à ajouter de plus. Je vais faire la fin, du coup. Donc, si vous êtes d'accord avec tout ça, n'hésitez pas à coacher vos poulains politiques, comme Zoé l'a dit. Abonnez-vous
à la chaîne Pas du Team, abonnez-vous aux chaînes personnelles Zoé, Padu, à la chaîne On ne veut plus qui continue de mettre en avant les luttes partout où qu'elles soient, où elles sont, quelles qu'elles soient, contre ce qu'on a dit tout à l'heure, la marchandisation, le capitalisme et la réduction à la marchandise et au fétichisme. Continuez de rigoler, continuez de regarder, continuez de partager la Pas du Team, continuez votre bonne humeur. C'est comme ça, dans la joie et dans l'espérance qu'on fera la révolution. Salut à tous. À plus tout le monde, salut.